reportage qu'on va voir maintenant touche à l'immobilier justement avec, on a trouvé ça une idée originale de certains qui, on achète souvent pour soi, vous le disiez, pour sa retraite, pour avoir un toit, pour se rassurer. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas acheter pour soi, il faut acheter pour louer. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir est-ce qu'il faut louer ou acheter sa résidence principale. C'est parti. Alors, c'est une question que beaucoup de Français se posent. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou louer? Alors, vous l'avez vu, en ce moment, les taux sont très bas. Ils sont à un taux historiquement bas, en fait. Et c'est vrai que, du coup, beaucoup de Français, se tournent vers l'accession à la propriété pour acheter sa résidence principale. Alors, c'est une bonne chose. Moi, je vais vous expliquer que c'est pas forcément la meilleure solution comme premier achat. Donc j'ai une amie Valérie qui m'a demandé il y a 2 semaines, Jean, voilà, je suis en cours de divorce. Est-ce que, à ton avis, est-ce que tu crois que je dois acheter ma résidence principale ou est-ce que je dois louer? La plupart de ses amis, ce qu'ils lui ont dit, c'est clairement d'acheter parce que, comme vous avez vu, les taux sont bas, le prix du marché est intéressant. Et moi, je vais pas, conseiller la même chose. Je lui ai dit, moi, ce que je te conseillerais, c'est plutôt d'abord acheter un ou deux biens, 1 ou 2 appartements que tu mets en location et ensuite tu achèteras ta résidence principale. Alors, pourquoi ses amis lui ont dit de faire ça? C'est tout simplement parce que ses amis n'ont pas investi dans l'immobilier. Ils ne s'y connaissent pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté leur résidence principale aussi. Donc, ils lui ont donné ce conseil. Moi, comme je l'ai dit, j'ai côtoyé beaucoup en fait d'investisseurs. Et voilà, il y a une méthode, un conseil que je vais vous donner. C'est n'achetez pas votre résidence principale en premier. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils achètent leur résidence principale. Ils pensent en fait économiser un loyer, mais en fait votre maison, ce que vous achetez, votre résidence principale n'est pas considéré comme un actif, c'est un passif parce que en fait tous les mois ça vous coûte de l'argent, ça vous rapporte pas de l'argent. Même si vous pensez que vous gagnez un loyer entre guillemets, mais ça vous serez gagnant seulement après les 20 ans ou 15 ou 20 ans de crédit. Une fois que vous avez remboursé le crédit, là, vous ne paierez plus de loyer, en fait, de mensualité. Donc, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils achètent leurs biens et ils se disent, voilà, au bout de 20 ans, donc ils achètent à 30, entre 30 et 35, et vers la retraite, 50, 60 ans, ils se disent, voilà, je serai tranquille, je serai en retraite et j'aurai plus de loyer à payer. Et ce qu'ils font des fois après, c'est quand ils gagnent bien leur vie, c'est qu'ils achètent, une fois qu'ils ont fini de payer leur maison, ils achètent un nouveau bien qu'ils mettent en location. Ils achètent un premier achat locatif. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, c'est une autre méthode, et je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est que la plupart des gens en fait achètent leur résidence principale parce que c'est peut-être des personnes qui sont en couple avec des enfants et ils veulent une certaine sécurité. Tandis qu'une personne célibataire qui est plus aventureuse, on va dire, sera plus tentée par un achat locatif. Alors moi, ce que je vous conseille, par exemple, si vous achetez votre résidence principale, c'est d'avoir une mensualité. Si par exemple vous avez une mensualité de 700 ou 800 euros, c'est que le bien puisse se louer au moins ce prix-là, au moins 700 ou 800 euros. Comme ça, si vous achetez votre résidence principale, rien n'empêche après de déménager, de garder cette maison et de la mettre en location. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite en fait en 2012. J'ai acheté ma résidence principale, donc je l'ai acheté au prix du marché et je regrette beaucoup maintenant en fait parce que j'aurais d'abord commencé par des achats locatifs. Moi j'ai réussi grâce à un monsieur en fait à réduire mon taux d'endettement parce que vous savez que quand vous allez à la banque, vous allez demander un crédit, un prêt, vous devez respecter en fait ce taux des 33% que vous ne pouvez pas dépasser. Alors pourquoi je vous disais justement d'investir avant d'acheter sa résidence principale, c'est que quand vous achetez votre résidence principale avant, admettons, vous achetez votre résidence principale, vous avez un loyer de 300 euros et vous gagnez 1000 euros. Ça vous fait 30% de taux d'endettement déjà. Donc quand vous allez retourner voir votre banquier pour investir, pour acheter un autre bien, votre banquier va faire « vous ne pouvez pas racheter parce que vous serez déjà à votre taux d'endettement ». Alors pourquoi il est intéressant d'acheter un bien locatif en premier? Vous cherchez dans les petites annonces sur Le Bon Coin ou sur seloger.com, vous cherchez un bien qui va s'autofinancer.
C'est-à-dire, par exemple, vous trouvez un appartement qui se loue, qui est à 100 000 euros, qui pourrait se louer, je sais pas, 600 ou 700 euros, et que vous avez des mensualités de 500 ou 600 euros. Alors le banquier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la règle des 70. Ça veut dire que si vous avez une mensualité de 700 euros, il faut que le bien se loue un minimum de 1000 euros. C'est par rapport, en fait, c'est une marge de sécurité pour eux, par rapport au loyer à payer, par rapport au taux de vacances, en fait, entre deux locataires, tout ça. Donc voilà, pourquoi c'est intéressant donc d'investir avant, c'est que si vous allez voir votre banquier pour une première fois pour acheter un bien, vous dites que c'est pour acheter un bien pour mettre en location, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous parce que après vous pourrez racheter votre résidence principale et vous ne serez pas embêté par rapport à votre taux d'endettement. Alors oui, ça peut être intéressant d'acheter sa résidence principale dans le cas où vous achetez un bien où il y a beaucoup de travaux à réaliser et il y a un potentiel plus-value en fait. Si admettons vous achetez un bien 100 000 euros, que vous faites 20 000 euros de travaux et le bien vous pouvez le revendre 150 000 euros, vous faites une plus-value de 30 000 euros. Cette plus-value, elle est nette si c'est votre résidence principale. Si c'est un achat locatif, vous allez être taxé sur cette plus-value de 30%. Donc vous enlevez 30% des 30 000 euros et c'est une grosse différence. Alors c'est vrai que si vous avez acheté votre résidence principale, c'est bien de ne pas forcément acheter avec un prêt à taux zéro. Vous savez, moi j'ai acheté avec un taux zéro en 2012 et ce qui est embêtant c'est que vous ne pouvez pas louer votre maison. Vous êtes en fait, il y a certaines restrictions, si vous devez en fait soit être au chômage ou soit déménager à plus de 100 ou 150 km, enfin je sais plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous conseiller d'abord d'acheter un bien pour louer que d'acheter votre résidence principale. Alors il y en a, ils sont peut-être déjà dans ce cas de figure et ils ont déjà essayé et quand ils sont allés à leur banque ce qu'elle leur a dit, ah monsieur c'est pour votre résidence, c'est pour un achat locatif. Souvent, ils aiment bien en fait qu'on ait sa résidence principale en premier. Alors, votre banque, ce qu'elle peut vous demander, c'est au moins de mettre un apport, de payer les frais de notaire. Comme c'est un achat locatif, le plus souvent, la plupart des banques vont vous demander de mettre comme apport au moins de payer les frais de notaire. Alors, ce que je vous conseille, ce que beaucoup d'investisseurs font, c'est que rien n'empêche de vous dire que vous achetez ce bien que vous voulez mettre en location, que ça soit votre résidence principale. Rien ne vous empêche de dire que vous achetez en fait votre résidence principale et que vous voulez ensuite la louer. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais dans votre offre de prêt, enfin dans votre contrat de crédit, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Vous êtes très bien libre d'acheter votre résidence principale et au bout d'un mois de la mettre en location. Vous voyez, donc l'avantage c'est que le banquier ne va pas forcément vous demander un apport du coup, comme c'est votre résidence principale, mais voilà, derrière vous savez que c'est pour ensuite faire de l'achat locatif. Comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez ensuite acheter un bien que vous mettez en location et vous pouvez recommencer. Donc, c'est génial parce que vous achetez un bien, vous le mettez en location, votre taux d'endettement, du coup, s'est remis à zéro parce que le loyer rembourse le crédit. Donc, vous pouvez soit acheter votre résidence principale ou soit racheter encore un autre bien. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches. C'est grâce à ça. C'est les investisseurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils peuvent acheter un bien, ils peuvent en racheter et ils seront jamais bloqués. La plupart des gens, en fait, achètent leur résidence principale et ils sont bloqués pour des années. Ils sont obligés d'attendre 20 ans et de rembourser le crédit. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que moi, j'ai lu un bouquin en fait qui m'a fait clairement comprendre ça. Vous voyez, c'est ce petit guide. Là, je vais vous montrer devant la caméra. Mon premier achat immobilier, comment ne pas se planter en fait pour les 20 prochaines années. Et donc c'est bien parce qu'en fait dans ce bouquin, c'est vraiment illustré avec des tableaux, avec des comparatifs justement entre une personne qui achète sa résidence principale et une personne qui achète un investissement locatif et ensuite qui achète sa résidence principale. Donc voilà. Et ensuite, moi, vous allez voir, je vais vous montrer juste après, à la fin de la vidéo, un petit reportage qui est passé sur France 2, c'est Enquête exclusive, je pense, qui va vous présenter des personnes qui ont réussi en fait dans l'immobilier et qui sont toujours locataires. En fait, rien n'empêche d'avoir 5 ou 6 biens et d'être toujours locataire.
Alors ensuite, comme je dis, enfin dans ce guide, c'est bien, c'est que vous avez aussi la méthode qui est, on va dire, professionnelle, où vous pouvez créer une SCI. Donc là, c'est complètement une structure en fait juridique qui est dédiée à l'immobilier. Mais rien n'empêche après d'acheter en tant que particulier, faire de la location nue ou de la location meublée. Vous allez voir dans le reportage que justement, c'est Elise Franck qui fait de la location meublée et qui a acheté tout en tant que particulier. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre qu'il est plus avantageux en tout cas d'acheter pour louer avant d'acheter sa résidence principale. Moi, comme je dis, j'ai fait cette erreur-là en 2012. Donc, comme j'ai dit sur le site, je vais vous partager les bons conseils, les bonnes astuces et aussi les erreurs que j'ai pu faire. Vous voyez, parce que si j'aurais pas acheté ma résidence principale, j'aurais pas été bloqué par rapport à ce taux d'endettement. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai justement comment j'ai réussi à moi, même avec ma résidence principale, à pouvoir acheter, faire un investissement locatif sans apport. Vous avez bien entendu, j'ai dit sans apport. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, à bientôt. Salut, ciao. À Bangkok, au milieu des tuk-tuk et des moines bouddhistes, Gilles Grimm joue les touristes. À 57 ans, il peut profiter de la vie. Son empire immobilier est estimé à 40 millions d'euros. Il vit entre Paris, où il gère ses affaires, et Bangkok, où il dépense son argent. Ouais, c'est vrai, je m'affiche, c'est de l'argent volé. Hein. À Paris, Elise Franck. Aujourd'hui, elle gagne 3 500 € par mois, sans travailler. Là, on a des grands rangements, hein, donc toujours des grands placards. Une rente obtenue en seulement 4 ans, grâce à l'immobilier. Ah, si je voulais, oui, je pourrais partir aujourd'hui aux Bahamas et y rester à vie. Et Sylvain Chavry. Pour une place comme celle-ci, c'est 85 € par mois. L'ancien trader, devenu roi du parking, règne sur près de 700 places dans la capitale. Voilà. Ils ont fait fortune dans la pierre, en osant là où beaucoup hésitent. À l'heure où la plupart des Français s'endettent pour acheter leur résidence principale, nous avons rencontré ceux qui envisagent l'immobilier comme un investissement financier. Décomplexés, ils considèrent la propriété comme un outil de spéculation, le meilleur moyen de faire de l'argent. Paris, 2e arrondissement. Aux côtés de Bougui, son fidèle compagnon, voici donc Élise. Alors voilà, on arrive. Bonjour. Au fond d'une cour arborée, la jeune femme est fière de nous présenter sa dernière acquisition. À 35 ans, c'est déjà son 6e appartement. 40 mètres carrés, en ruine, et à moitié en sous-sol. Rien de très séduisant, mais Élise a beaucoup d'imagination. On va donc l'aménager en faisant un coin salon là où nous sommes ici, en mettant ici une cloison et il y aura une chambre ici avec un lit de place. Et en dessous, on va donc aménager une chambre au fond, ainsi que la salle de bain et la cuisine ouverte, avec une salle à manger. Et cet appartement, il coûte combien? Il vous a payé combien? 198 000 € FAI. Résumons, 198 000 € plus 38 000 € de travaux pour tout remettre à neuf, soit un investissement de 236 000 € intégralement emprunté à la banque. Sur 25 ans, elle va rembourser 1 200 € par mois. Un endettement qui n'inquiète pas la jeune femme, au contraire, il va l'enrichir, car cet appartement, elle va le louer meublé. Et du coup, vous allez louer ça combien, a priori, après? Je ne sais pas encore, hein, ça dépend de comment on va l'aménager, mais je pense aux alentours des 1 500. Ce sera un 3 pièces, donc, je pense que ça sera à ce niveau de prix-là. Et je vais encore une fois dépasser de 300 € mes crédits. Un achat qui s'autofinance et tous les mois un bénéfice de 300 €. Car dans ce quartier très demandé, aucun problème pour trouver des locataires. Depuis 8 ans, c'est dans ces rues qu'elle investit. À l'époque, elle était secrétaire, gagnait à peine 1 500 € par mois, mais avait une idée fixe, s'enrichir rapidement.
Le soir, j'allais dans les appartements pour faire les peintures, pour faire les travaux. Je faisais le tour des banques. Donc en plus de mon travail, effectivement, il y avait du vrai boulot derrière, une vraie volonté de faire les choses rapidement pour rapidement devenir indépendante financièrement, en fait. C'était mon objectif. Tout a commencé ici, au premier étage. Bonjour. Depuis 2004, Élise propose à la location ce 40 mètres carrés meublé. Salon cosy, cuisine et salle de bain. Elle a tout équipé. Toilette et lavabo. Ça n'existait pas. Non, pas du tout. Tout a été complètement recréé. Tout le plafond, toutes ces poutres-là ont été restaurées puisqu'elles étaient complètement cachées au moment de l'achat. C'était une ruine complètement. D'ailleurs, je me rappelle, personne n'en voulait de cet appartement. J'étais pratiquement la seule à le vouloir. Quand vous êtes arrivée, il y avait une cuisine. Alors, quand je suis arrivée, tout était en pièce unique. Elle a décroché cet appartement délabré pour 150 000 €. Il vaut aujourd'hui 3 fois plus cher. Ici. Tous les gens autour de moi me disaient oh, surtout pas, fais pas ça, c'est extrêmement risqué. Les prix sont élevés aujourd'hui, ils vont peut-être descendre dans quelques temps. C'est pas le moment d'acheter, etc. Moi, j'ai rien voulu savoir et j'ai voulu vraiment suivre ma voie et c'est ce que j'ai fait en fait. Mais pourquoi louer uniquement des meublés? La réponse est toute bête. Le propriétaire peut déduire les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, jusqu'à la moindre ampoule. Et surtout, le loyer est plus cher. Les locataires, eux, cherchent de plus en plus ces formules clés en main. En venant ici, j'ai emménagé avec mes valises. Voilà. Et voilà. Vous n'aviez pas de meubles, pas de... J'ai rien du tout. La seule chose que j'ai rajoutée à l'appartement, c'est la housse. C'est quand même extraordinaire, quoi. Vous mettez vos draps, vous passez un petit coup de balai, vous êtes chez vous. Élise a toujours bien choisi ses locataires. Jamais un incident de paiement. Elle s'est même enrichie beaucoup plus rapidement que prévu. Car au sous-sol, une surprise l'attendait. Oui. Avec l'appartement, il y avait une cave, humide et très encombrée comme souvent. Mais une cave immense. Donc ici, on a mis du parquet par terre. Un peu de nettoyage et quelques travaux plus tard, Élise s'est retrouvée avec 60 mètres carrés de plus qu'elle a loué en local commercial. Résultat, 800 € par mois de bénéfices qui n'étaient pas prévus. Donc c'était une première opération très positive. C'est rare ça quand même, non? C'est un coup de bol, c'est vrai. Il y a aussi de la chance, de toute façon, quand on est investisseur, qu'on fait de l'immobilier, il y a toujours une part de chance. Mais il faut savoir la saisir aussi. Donc moi j'ai su aussi voir peut-être le potentiel de l'appartement et me laisser. Voilà. Encouragée par ce premier succès, Élise décide de recommencer. Elle multiplie les acquisitions, toujours à crédit, toujours des petites surfaces, louées en meublé. Au bout de 4 ans, ses revenus dans la pierre dépassent son salaire, alors elle démissionne et se consacre à plein temps à l'immobilier. Le dernier appartement que nous visitons, c'est le sien. Donc là, vous avez le salon. Et notre rentière aime l'espace. Célibataire, elle vit dans 85 mètres carrés où, comble pour cette propriétaire de 6 studios, elle est encore locataire. Je suis en location depuis au moins 10 ans. Pourquoi, quand on a 6 appartements, on reste locataire? Si on achète en priorité sa résidence principale, le problème c'est que souvent on y met beaucoup d'affectifs. Donc du coup on y met souvent tous ses sous, toute sa capacité d'emprunt, parce qu'on a envie d'être dans un quartier sympathique, dans un immeuble quand même correct et un appartement suffisamment grand. Donc du coup malheureusement on met souvent toutes ses économies là-dedans. Et du coup après on n'a plus les moyens d'investir dans l'immobilier. Moi j'ai fait un petit peu l'inverse. Aujourd'hui, les loyers qu'elle touche lui rapportent 3 500 € par mois. Forte de son succès, elle a écrit un livre et dirige maintenant sa propre société de conseil pour aider tous ceux qui voudraient faire comme elle. Devenir rentier grâce à l'immobilier, c'est possible à condition d'y consacrer beaucoup de temps et d'accepter d'avoir à régler tous les jours les 1001 tracas de ses locataires. Au départ, Sylvain Chavry était trader à Londres. Il plaçait ses bonus dans l'immobilier à Paris. Et puis un jour, il en a eu marre des chauffe-eau qui lâchent et des mauvais payeurs. J'investissais régulièrement dans des appartements et je trouvais que la rentabilité était de moins en moins bonne et surtout le risque du locataire était vraiment de plus en plus important.
La législation en France défendant vraiment énormément le locataire à mon goût. Les locataires l'épuisent. Alors quand il touche un gros chèque à la suite de son licenciement en 2009, pas question de miser sur la bourse ou la location d'appartements comme Élise. Il choisit d'investir en sous-sol. Moins glamour qu'un immeuble pierre de taille, mais tellement plus rentable. Les charges sont faibles, l'entretien c'est juste du nettoyage qui est généralement à la charge de la copropriété. Voilà, si on compare par exemple avec une chambre de bonne, avec la chambre de bonne vous aurez la même chaudière qu'un appartement F2 ou F3, les fenêtres, les problèmes qui vont avec tous les appartements. Ici vous n'avez zéro entretien, il n'y a rien qui va casser. Il est difficile à un locataire de casser quoi que ce soit vu qu'il n'y a rien. Voilà. Une déco sommaire, du ciment brut. Je vois qu'il y a quelques néons qui sont grillés, donc il faut que je change quelques néons. Très coûteux de changer les néons. Non, je rigole. Sylvain peut sourire. La société qu'il a fondée gère près de 700 emplacements qu'il n'a aucun mal à remplir. Donc ça n'arrive pas. Oui, allô ? Ok, alors il nous reste 2 places simples qui sont à 200 € l'unité par mois. Je vous en prie, à tout à l'heure, au revoir. C'est toute la journée. On vous demande à vendre, à louer, tout le temps. À vendre, à louer tout le temps. Voilà. C'est ma nouvelle vie, que voulez-vous ? Une nouvelle vie à l'ombre qui lui assure une belle place au soleil. Dans son quartier huppé, Sylvain savoure sa reconversion. En proposant des tarifs entre 85 et 350 € par mois, sa société génère près de 900 000 € par an, avant charges et impôts. Et sa société, la voici. Alors ce sont mes bureaux, en fait je travaille de chez moi. Internet de nos jours, un simple ordinateur et quelques mètres carrés chez soi permettent de se lancer. Bon, avec 100 places de parking, vous avez une dilution du risque sur 100 têtes de location. Et donc, si vous avez un locataire qui vous paye plus ou moins bien, mais qui paiera quand même à la fin, vous avez moins d'impact sur votre remboursement de prêt si vous en avez un en collatéral qu'avec un locataire qui vous paye un loyer assez important et dont vous êtes tributaire. Donc, je pense que c'est à risque, mais le risque est justement bien moindre comparativement à l'investissement immobilier classique. Mais le champion, toute catégorie, celui qui a fait fortune dans la pierre à partir de rien, c'est à Bangkok que nous l'avons trouvé. Une des plus hautes tours de la ville. Gilles Grimm nous a donné rendez-vous à son hôtel. Voilà, salle de sport. Il a commencé comme Élise Franck. Aujourd'hui, il profite. Voilà, piscine. Tout ce que je ne trouve pas à Paris, je le trouve ici. D'une manière facile et avec le sourire. Il y a 24 ans, il achetait à crédit son premier studio à Paris. Rarement vous verrez ça. Ce matin, voilà. Il visite un penthouse au 42e étage. Comme vous voyez, c'est un plateau unique, il y a 400 mètres carrés. Voilà. La ville vous appartient, c'est fantastique. Prix, regardez. 1 million d'euros. Abordable pour Gilles Grimm qui imagine même les travaux. Alors ce qui est bien, c'est que c'est brut de béton, quoi. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. J'imagine une salle de bain somptueuse avec une vue sur la partie est de la ville. Ici, une grande cuisine avec un plan bar. Le riche français a le coup de cœur, mais il doute. Car dans l'immobilier, lorsqu'il s'agit d'investir, seul compte la rentabilité. C'est tentant, mais la réponse, elle est non. Je fais ce que je sais faire, hein, et donc moi je sais investir à Paris, point final. Petite surface à Paris. Petite surface. Là, on est à Bangkok, immense surface. Ce serait une grande erreur stratégique. Ne jamais céder au coup de foudre. Voilà comment ce célibataire endurci s'est bâti un patrimoine de 150 appartements à Paris. Valeur estimée, 40 millions d'euros. Depuis qu'il est riche, Gilles Grimm passe au moins 3 mois par an en Thaïlande, l'art asiatique. Pourtant, au départ, son truc, c'était les pompiers. 18 ans, je quitte ma province, j'habitais à Saintes, ville romaine, Santonum Mediolanum, Charente-Maritime. Et j'arrive à Paris, donc avec 50 francs en poche, et un ticket de métro. Et j'arrive à la caserne des sapeurs-pompiers, à Plage Jules Renard, état-major, 17e arrondissement. Il y restera 16 ans. Puis c'est la retraite. Gilles n'a que 33 ans. Il devient gardien de parking, gagne à peine 1 300 € par mois. Pour assurer ses vieux jours, il se lance dans l'immobilier locatif.
faut mettre la main à la pâte en permanence. Moi, j'ai appris à faire du plâtre, à faire de l'électricité, à faire de la plomberie, à réparer aussi moi-même des appartements quand je n'avais pas l'argent nécessaire pour payer une entreprise. Aujourd'hui, plus besoin de s'embêter avec les travaux, les locataires, leurs soucis. Gilles Grimm peut se permettre de déléguer. Paris, 20e arrondissement. Nous sommes au cœur de l'Empire Grimm. Et voici son homme de confiance, Patrick Carpenter. Eh bien voici, là on est chez nous, c'est vraiment notre secteur. Rien que dans cette cour, 23 appartements. Là, là c'est un 2 pièces, un grand 2 pièces. Là en bas un petit studio, là aussi des studios, puis dans le bâtiment principal. Voilà. Au premier étage, je vais passer devant vous. Patrick nous fait visiter un bien typique du parc immobilier Grimm. Venez donc. Un studio de 23 mètres carrés. Là, le locataire est parti, il va être remis complètement en rénovation. Peinture acrylique partout de couches, les sols ont refait. D'ailleurs, on va refaire le double vitrage. On en cite souvent à l'occasion des départs des locataires. Ça se loue très facilement, ce genre de surface? Ça se loue bien, ce type de surface. Mais à la destination des étudiants, ils sont très très demandeurs. Ou jeunes actifs, hein. Voilà. Ça se loue combien? Si on force pas, vraiment, c'est 550 €, vous croyez-moi, vous faites des euros. 550, 600 maximum, avec les charges. Hein. Et le reste de la balade donne le tournis. Dans le quartier, Grimm possède un appartement dans presque chaque rue. Puis également, Monsieur Grimm possède des appartements. Je vais vous montrer un de ces lots. Toujours des surfaces d'une centaine de mètres carrés. Là également, Monsieur Grimm possède un lot, studio. Là, Monsieur Grimm possède également un lot, même type de produit, mais un immeuble complètement différent. Chaque mois, les loyers rapportent presque 100 000 €. Une réussite qui laisse Patrick admiratif. Oui, il ne faut pas voir les copeaux quand même pour réaliser ce qu'il a fait. Parce qu'il faut, vous savez, il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau. Hein. Il faut y aller. Hein. Même si on sait nager, on peut couler. Hein. Donc il y a quand même des risques, il y a quand même des tempêtes, on traverse toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir un immeuble qui brûle, vous pouvez avoir plein de choses autour de vous. Et il faut y aller. Et M. Grimm a eu ce mérite, il a eu le croix. Et ça a payé. Voilà. Et ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que Gilles fait totalement confiance à Patrick. De quoi profiter sereinement de sa vie de rentier. Vous savez, quand j'étais sapeur-pompier de Paris, je travaillais entre 96 et 120 heures par semaine pendant 16 ans. Ensuite, quand j'ai monté cette affaire immobilière, eh bien écoutez, c'est de 6 h le matin jusqu'à 8 h le soir, j'ai pas honte d'avoir gagné de l'argent. Un parcours comme le vôtre aujourd'hui, c'est encore possible? Totalement. Je suis capable de recommencer immédiatement dès demain matin s'il le faut. Depuis qu'il n'a plus besoin de travailler, le roi de l'immobilier est devenu expert en Bouddha et autres amulettes. À Paris, il a même ouvert une boutique spécialisée. Il paraît que c'est un bon filon. On est tenté de lui faire confiance. Ah oui, j'ai oublié, si vous voulez me faire plaisir, mettez un petit like, un petit pouce juste en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, allez, à bientôt, ciao!